renverra après aux participants l'enregistrement, hein, ou le lien sur l'enregistrement. Exactement. Enfin, bien. Donc, j'enverrai le lien à l'enregistrement en même temps que le lien au diaporama pour les personnes qui pourraient être intéressées éventuellement à récupérer un certain nombre d'éléments. Et tous ces éléments seront également sur mon site, dont j'indique les coordonnées sur cette première page. Et c'est le site qui sert également de site pour le séminaire que je co-anime à l'École des hautes études sur les relations entre la Chine et l'Afrique, mais que j'ai étendu cette année aussi aux relations avec l'Amérique latine et qui sera encore plus ouvert l'année suivante pour une préoccupation d'ordre strictement scientifique, c'est-à-dire pouvoir avoir des comparaisons en miroir et ne pas se laisser enfermer sans prendre en compte la réalité extérieure et les expériences extérieures aux relations entre la Chine et l'Afrique. La première chose que vous remarquerez, c'est le fait que dans mon titre, j'ai pris le soin de mettre les mots au pluriel, quelle présence chinoise, hein, le S est en caractère gras et souligné, car la première chose que je veux souligner ici, c'est qu'il faut faire très attention à ne pas essentialiser la Chine dès lors que l'on analyse les relations entre les acteurs chinois, la multiplicité des acteurs chinois et l'Afrique. Vous me diriez immédiatement que l'on pourrait faire exactement la même remarque en concerne l'Afrique. J'aurais pu écrire Afrique avec un S, compte tenu du fait qu'il y a 54 pays qui peuvent être concernés par ces relations. Mais là, l'objectif que nous avons, c'est beaucoup plus d'essayer de déchiffrer le rôle que peuvent avoir ces acteurs chinois. Alors, pour bien vous faire sentir la dimension du problème, je vais essayer d'énumérer un certain nombre d'acteurs qui sont différents, alors qu'a priori, on pourrait penser qu'ils pourraient avoir des actions comparables. Hein. Et entre autres, vous avez des acteurs étatiques. Et quand je dis acteurs étatiques, je devrais dire des administrations. Vous avez en Afrique, dans les ambassades, à la fois des représentants du ministère des Affaires étrangères et des représentants du ministère du Commerce. Généralement, le représentant du ministère du Commerce arrive au deuxième rang dans la hiérarchie de l'ambassade, c'est le ministre conseiller. Or, ces deux personnages travaillent rarement la main dans la main et sont même très souvent des concurrents ou des adversaires dans la façon de gérer les relations avec le pays où ils sont installés, ou avec le pays hôte. Ne serait-ce que parce que leurs missions sont différentes. Vous avez d'un côté une mission politique, de l'autre côté, vous avez une mission économique. Vous avez aussi ce qui s'est produit en 2003, c'est que le ministère du Commerce a reçu une préséance indirectement dans la définition des stratégies chinoises. Ce qui fait qu'il peut, au sein de l'ambassade, se prévaloir d'une certaine prééminence indirecte sur les collègues, dirons-nous, diplomates. Donc, de ce fait, vous avez déjà là deux institutions qui peuvent avoir des stratégies ou du moins des volontés de mettre en œuvre une stratégie centrale, mais par des biais différents et qui ne vont pas toujours se rencontrer. Et entre autres, les discussions les plus banales tournent autour éventuellement de l'attribution d'un taux d'intérêt pour un prêt, chacun ayant à défendre des intérêts différents. Ça, ce sont les deux acteurs administratifs les plus évidents, les premiers. Mais vous avez aussi un autre acteur plus lointain qui est le ministère des Finances. Et le ministère des Finances, il agit à travers deux institutions. L'une qui est l'Exim Bank et l'autre qui est la China Development Bank. Ces deux institutions financières qui font des prêts à l'Afrique ont l'une comme l'autre des stratégies qui leur sont propres. Et la meilleure illustration de ce fait, c'est que les prêts octroyés par l'Exim Bank apparaissent dans les décomptes de l'endettement des pays parmi les créances bilatérales, alors que les prêts octroyés par la China Development Bank apparaissent parmi les créances privées. Donc, si vous voulez, en ayant imposé cette distinction à la Banque mondiale, les Chinois signalent des stratégies différentes. Or, ces deux institutions sont sous une même tutelle. Donc, vous avez une tutelle qui a là
un comportement que je dirais presque à la limite schizophrénique si on voulait pousser les choses au maximum. Ça, c'est pour l'aspect administratif, l'aspect, dirons-nous, politique. Mais du point de vue économique, vous avez également une multitude d'acteurs et une multitude d'acteurs qui vont aussi avoir des stratégies entrepreneuriales qui ne vont pas se résumer à une stratégie nationale. Alors d'abord, vous avez des acteurs, des entreprises publiques que l'on qualifie de centrales parce que ce sont les entreprises qui sont sous la gestion directe du gouvernement central. Et alors, quand il s'agit d'entreprises publiques qui sont destinées à organiser l'approvisionnement des matières premières, là, effectivement, on peut dire qu'il s'agit d'un rouage direct, immédiat, entre le gouvernement et ses entreprises et qu'elles vont appliquer une politique d'approvisionnement. Mais dès lors qu'on va avoir des entreprises centrales qui ne vont pas avoir cette mission-là, elles vont acquérir une autonomie et donc vont pouvoir définir des stratégies qui ne seront pas des stratégies qui vont pouvoir être, dirons-nous, identifiées à une stratégie nationale. Je pense aux grandes entreprises de travaux publics. Ces grandes entreprises de travaux publics sont des entreprises qui vont faire de l'argent sur place et, dirons-nous, qui vont sortir du territoire chinois pour faire de l'argent et non pas pour remplir une mission stratégique par rapport au développement chinois, autre que ce gain financier. Parmi les entreprises publiques, vous en avez une autre catégorie, qui est la catégorie des entreprises publiques locales, qui dépendent des gouvernements locaux. Et ces entreprises publiques qui dépendent des gouvernements locaux ont des stratégies qui établissent une loyauté première à l'égard du gouvernement local. Autrement dit, lorsque ces entreprises vont intervenir sur des chantiers en Afrique, elles ne seront pas du tout dans le cadre d'une stratégie nationale, sauf le cadre très lointain de la réponse à un mot d'ordre qui est sortir du territoire, s'internationaliser, mais disons que ses obligations premières seront à l'égard de son gouvernement provincial. Alors, si maintenant on passe au secteur des entreprises privées, là aussi vous allez avoir une multitude de cas. Prenons le cas, par exemple, d'une entreprise comme Huawei, ou bien vous montrer que vous avez aussi, encore une fois, des stratégies entrepreneuriales. Huawei, lorsqu'il s'est agi, il y a quelques années, d'établir des normes chinoises en matière de téléphonie. Il y avait son concurrent chinois, ZTE, entreprise publique, banque publique centrale. Cette entreprise ZTE s'est exécutée immédiatement, a mis en œuvre un programme de recherche. Huawei, immédiatement, s'est refusé à mettre en œuvre une telle recherche en prétextant le fait que son marché n'accepterait, ne voudrait pas acheter des appareils dont les normes seraient des normes chinoises et non pas des normes internationales. Et aujourd'hui, c'est Huawei qui finalement a réussi à imposer sa vision et on n'a pas défini de normes de téléphonie purement chinoises qui s'imposeraient à sa clientèle. Donc, vous avez une entreprise qu'on qualifie de privée, même si elle a des liens très étroits d'abord avec le complexe militaro-industriel, mais aussi à travers ses liaisons avec le parti, donc avec le pouvoir. Non, elle a pu prendre une certaine autonomie et imposer des stratégies. Sa présence en Afrique, comme sa présence dans d'autres pays, c'est d'abord le résultat d'une stratégie entrepreneuriale que l'on ne peut pas réduire à une stratégie nationale. Vous avez d'autres entreprises privées. Là, j'ai une musique qui se déclenche. C'est pas chez moi, merci. Hein. D'où l'intérêt de pouvoir d'avoir son micro coupé. Vous pouvez assister tout en faisant autre chose. Bon, donc, je disais donc, vous avez d'autres entreprises privées qui sont de plus petite taille, qui agissent comme des électrons. Et ça, on l'a vu entre autres au Maroc avec la tentative de création d'une zone économique spéciale privée. On l'a vu à Djibouti aussi. Ce sont des entreprises qui sont sorties du territoire chinois, qui ont entrepris un certain nombre d'activités, et elles les ont entrepris totalement librement, et elles se sont cassées la figure tout à fait librement aussi. Alors ça, ce genre d'entreprises-là, elles sont à peu près évaluées à environ 2 à 3 000 en Afrique, auquel vous avez un calcul qui a été mené par le cabinet McKinsey, auquel il rajoute 7 000 entreprises. En fait, les 7 000 entreprises qu'on ajoute, ce ne sont pas des entreprises chinoises, ni au sens statistique du terme, ni au sens juridique du terme. Ce sont des entreprises locales
à la tête desquels vous avez un ressortissant qui est chinois. Bon, c'est un peu comme si aujourd'hui on disait que Renault est devenu italien parce que le patron de Renault est italien. Donc, là, en l'occurrence, pour ces entreprises, il s'agit, dans la très grande majorité des cas, de petites entreprises, quand ce ne sont pas de micro-entreprises, dirigées par des ressortissants chinois. Leurs stratégies sont bien entendu des stratégies totalement déliées de stratégies définies à Pékin, hein, et on ne doit pas, dans la réflexion, dans une réflexion économique en tant que telle, en tenir compte. En revanche, dans une analyse sociologique et politique, leur implication peut être relativement importante. Alors, ça, si vous voulez, c'est pour vous expliquer les difficultés auxquelles on se heurte à chaque fois qu'on essaye d'analyser ces présences chinoises en Afrique, car le discours général, qu'il soit d'ailleurs un discours africain, occidental ou chinois, a tendance à tout ramener à la Chine comme étiquette essentielle qui aboutit à cette forme d'essentialisation. Dans l'exposé que je vais faire, car là c'est un préambule seulement, dans l'exposé que je vais faire devant vous, je vais adopter un point de vue macro, c'est-à-dire que je vais effectivement être amené le plus souvent à complètement occulter les distinctions que je viens de faire, mais je vais les ai en permanence en tête, et si vous voulez, ça m'aide à nuancer les jugements que je peux être amené à effectuer. Alors maintenant, quels sont les axes principaux de l'exposé que je veux faire? Je vais maintenant commencer tout de suite après à faire une introduction. Je viens de faire juste un préambule. Et j'aborderai toute une série de questions, hein, l'aide au public au développement, l'investissement direct, les prestations de services, les échanges de marchandises. Là, j'irai peut-être un peu plus vite parce que je crois que le temps me sera compté. Et je voulais conclure sur des questions d'asymétrie, qui est l'élément qui caractérise le plus la façon dont sont envisagées les relations entre la Chine et l'Afrique. Alors, à titre d'introduction, je voulais faire une comparaison. Cette comparaison ici a pour objet de comparer dans un premier temps le PIB par tête en parité de pouvoir d'achat. La question que je me suis posée, c'est où se placerait la Chine parmi les 54 pays africains. Et aujourd'hui, je constate que la Chine arriverait au 5e rang des pays africains en les classant par PIB par tête en parité de pouvoir d'achat. C'est une situation qui marque une évolution considérable de la part de la Chine, car dans les années 90, en prenant ce critère, quelle que soit par ailleurs sa valeur, en prenant ce critère, la Chine ne serait pas apparue parmi les 25 premiers pays. Puis cela, le 25e pays aujourd'hui, c'est le Cameroun. Je me souviendrai toujours de ce rapport fait par un entrepreneur chinois arrivant au Cameroun en 1998, disant « Ah, ils ont le téléphone et ça marche, c'est pas comme chez nous. » Donc, si vous voulez, vous avez eu une évolution considérable, mais c'est une évolution qui n'était pas du tout gagnée au départ. La Chine partait de très bas. Et lorsqu'il y a quelques années, j'ai essayé de voir ce que représentaient les 600 districts chinois considérés comme très pauvres, où on pouvait les situer, la seule comparaison que j'avais réussi à établir, c'était avec le Niger. Donc, vous avez aujourd'hui une Chine, qui est la Chine de la façade maritime, qui offre le spectacle d'une Chine développée, mais elle a tendance à cacher l'ensemble du pays, l'arrière-pays. Plus on rentre dans le pays, plus on va vers l'ouest du pays, plus on rencontre des zones de pauvreté qui ne sont pas immédiatement, qui n'obtiennent pas immédiatement le niveau de vie qui est celui de la Chine côtière. Donc aujourd'hui, la Chine, si c'était un pays africain, de ce point de critère, elle serait au 5e rang entre le Botswana et la Libye en guerre. Prenons un second critère qui soit l'indicateur de développement humain, qui est un indicateur complexe, qui prend à la fois compte du PIB, mais aussi des éléments relatifs au niveau éducationnel ou au niveau sanitaire. Là, vous voyez que le score s'est amélioré puisqu'on est à la 3e place plutôt qu'à la 5e place.
juste devant l'Algérie, juste devant la Tunisie. Et ce que l'on constate, c'est que lorsqu'on passe du premier critère au second critère, c'est l'évolution de la forme du graphique. Dans le premier cas, vous aviez une chute très rapide entre le premier et le 25e pays. Les différences de niveau de PIB par tête étaient considérables. Ici, lorsqu'on prend ces trois critères, vous voyez qu'en fait, la diminution est beaucoup plus lente et beaucoup plus limitée. Et quand je vous disais la Chine troisième, c'est le niveau de l'Algérie, mais c'est Tunisie, c'est le Botswana, la Libye, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Gabon, le Maroc, le Cap-Vert. Donc, si vous voulez, on renforce l'image de la Chine comme étant un pays en voie de développement. Et c'est le fait que la Chine soit un pays en voie de développement. Il y a quelqu'un qui a... Fermez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Le fait que la Chine soit un pays en voie de développement est un élément qui est excessivement important aujourd'hui dans ses relations avec l'Afrique. Ça permet à la Chine de tenir un discours très fort pour la définition de ses rapports avec l'Afrique. Regardez le discours qui sous-tend la distribution aujourd'hui de vaccins à l'Afrique. Vous voyez, nous, Chine, pays en voie de développement, nous avons été capables, avant les autres, de produire un vaccin contre le Covid. Bon, on ne parle pas évidemment de son efficacité moindre, mais c'est autre chose. Nous avons été capables. Et non seulement nous sommes capables de le faire, mais nous sommes également capables de vous le distribuer. Contrairement aux ex-puissances coloniales, contrairement aux pays occidentaux, qui ne sont pas capables de vous distribuer ce vaccin comme nous sommes en train de le faire. Donc, si vous voulez, la Chine, par ce biais, est à même d'établir un certain nombre de stratégies diplomatiques, que ce soit aujourd'hui pour le vaccin, que ce soit hier, c'est pas si longtemps que ça, pour les masques, et ainsi de suite. Et dirons-nous qu'elle ressort tout un discours qui a commencé à partir de la conférence de Bandung et qu'elle a réactivé à cette occasion-là. Mais cette position de pays en voie de développement est effectivement un élément fondamental pour effectivement comprendre les relations qui s'établissent entre la Chine et les pays africains. Alors maintenant, si on voit les choses d'un autre point de vue, autant là on voyait les choses par rapport le PIB par tête, là maintenant prenons le PIB en termes global, PIB en dollars courants du pays, on s'aperçoit que si on prend trois groupes comparables, États-Unis, Union européenne et Chine, la Chine, on arrive au troisième rang, mais avec 16% du PIB créé. Et si on regarde où se trouve l'Afrique, c'est 2,8% du PIB qui est créé. Autrement dit, lorsque la Chine est en relation non pas avec l'Afrique, mais avec un des 54 pays d'Afrique, vous avez une asymétrie considérable qui se crée et qui va peser énormément sur la façon dont les relations entre ce pays africain et la Chine vont pouvoir se définir. Et cela est également reproduit à partir quand vous regardez non plus le PIB en dollars courants, mais le total des échanges de marchandises, où l'Afrique est aussi à 2,7% du montant des échanges globaux sur la planète. En d'autres termes, vous avez ici des ensembles, et entre autres la Chine, qui ont un poids énorme, et vous avez un continent de 54 pays d'Afrique qui a un poids économique très faible. Donc la question qui se pose immédiatement, ce poids économique très faible de la Chine, de l'Afrique, dans quelle mesure fait-il que la Chine peut s'intéresser effectivement à l'Afrique? Alors là, c'est là que j'arrive à la question de la stratégie des nouvelles routes de la soie pour essayer d'expliciter cette question et vous montrer encore de ces aspects, de ces asymétries qui règlent les rapports entre la Chine et l'Afrique. Alors, pour commencer, je rappelle simplement que les routes de la soie, vous en avez deux. Vous avez la route la plus ancienne, qui est la route terrestre, et vous avez la seconde, qui est la route maritime, qui est aussi une route très ancienne, qui s'appelait autrefois la route des céramiques, qui était la route empruntée par les marchands indiens et les marchands arabes, qui allaient s'approvisionner à Canton pour amener des céramiques jusqu'en Occident. Cette route des céramiques, elle a
pu être étendue jusqu'au bassin méditerranéen en 1869 avec l'ouverture du canal de Suez, et jusqu'aujourd'hui, cette route maritime s'étend jusqu'en Europe du Nord. Cette route maritime aujourd'hui est dominée en partie par le danois Maersk, mais également surtout par CMA-CGM. CMA-CGM dont l'ancêtre a été créé en 1851, qui est à l'origine de la création du port de Djibouti, qui est à l'origine, à la fin du 19e siècle, 1878, et qui est aussi un des initiateurs du chemin de fer entre Addis Abeba et Djibouti, c'est-à-dire deux points focaux sur lesquels se concentre en partie l'attention de la Chine aujourd'hui pour l'extension de sa zone d'influence économique. Mais ce que l'on voit ici, c'est que cette route maritime de la soie est aujourd'hui essentiellement vue par la Chine comme étant une route économique à destination du marché européen. Le marché européen est le premier marché chinois devant l'ASEAN et devant les États-Unis. Alors sur cette carte, vous avez le chiffre de 57% qui apparaît, il correspond à la fois à l'Asie et à l'Eurasie. Donc l'ASEAN est compris dedans. Et si vous, le marché européen, c'est 15%, hein, le marché des conteneurs, j'aurais dû dire, et par contre, l'Afrique est à hauteur de 4%. Donc, cette route maritime, c'est bien une route maritime qui a été ouverte dans des circonstances tout à fait particulières, hein, c'est à la suite des événements de 1989. Qu'est-ce qui se passe en 1989? Tout d'un coup, avec les événements de Tiananmen, les massacres de Tiananmen, la Chine et les sanctions qui en ont découlé pour la Chine s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas uniquement compter ou s'appuyer sur le soutien des pays occidentaux. Les pays occidentaux pouvaient apporter quelque chose. Est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît? C'est casse-pied. Donc, elle s'était rendue compte qu'elle ne pouvait pas uniquement asseoir sa stratégie de développement sur les pays occidentaux. Certes, elle devait compter sur eux du point de vue économique, mais que du point de vue politique, elle devait se trouver des alliés ailleurs. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a réorganisé, réfléchi à ses relations avec les pays en voie de développement, en partie, entre autres, avec les pays africains. Et le début des relations, des nouvelles relations avec les pays africains, c'est à partir de 1996, où vous allez avoir un développement essentiellement politique. Donc, si vous voulez, ce que l'on voit se dessiner ici, c'est que vous avez d'un côté une Chine qui s'intéresse économiquement au marché européen, au marché développé, mais qui s'intéresse politiquement aux pays africains. Mais les pays africains, ceux qui sont en train de voir à travers le développement de cette nouvelle route de la maritime de la soie, c'est qu'il y a une circulation économique à laquelle ils voudraient pouvoir être partie prenante. Autrement dit, vous avez de la part des pays africains une attente qui est essentiellement économique, alors que du point de vue de la Chine, vous avez une attente qui est essentiellement politique. Donc, vous avez là une asymétrie qui s'installe, et ce qui fait que très bien souvent, lorsque vous avez une analyse des relations entre la Chine et l'Afrique, cette distinction a du mal à être prise en compte et tend à attribuer à la Chine le sentiment que l'Afrique lui serait économiquement important. Et nous verrons tout à l'heure à travers les échanges que ce n'est pas le cas. Donc, nous avons cette situation-là. Alors, également, ce que j'ai oublié de dire en passage, c'est que la voie maritime de la soie, ça correspond à 94% du commerce par conteneur entre la Chine et l'Europe. Donc, les routes terrestres dont on parle souvent, dirons-nous, leur importance est excessivement faible, c'est 0,9%. C'est pour le volume des conteneurs. Quand on regarde les échanges par voie aérienne, à ce moment-là, la voie aérienne, ça correspond à 12%, tandis que la voie maritime, ça correspond à environ 70%. On envoie par avion les choses qui coûtent cher. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose, une route maritime qui a été conçue
dans une optique économique avec comme destination le marché européen. Alors, donc, cette stratégie qui a consisté pour la Chine à renouer de façon différente avec les pays africains, entre autres, mais pas seulement, avec les pays en voie de développement de manière générale, pour obtenir un soutien, elle a pris dirons-nous, elle s'est manifestée d'une façon tout à fait évidente à l'occasion de la tenue des assemblées générales de l'ONU. La Chine est le seul pays, depuis que l'ONU existe, qui a réussi à cumuler 4 directions d'agences de l'ONU. Et ce résultat n'a été possible que précisément parce qu'elle a obtenu le soutien des pays africains avec lesquels elle a renoué ou approfondi les relations politiques qu'elle avait, même si cet approfondissement politique passait par des gestes économiques. Alors, nous avons la plus récente, l'élection de la Chine comme directeur à la FAO. Et l'élection est tout à fait évidemment politique, puisqu'en face, vous aviez la représentante d'une ancienne puissance coloniale, et qu'on a préféré un bureaucrate chinois non spécialiste des questions agricoles et alimentaires à une spécialiste des questions agricoles et alimentaires, mais qui représentait les puissances coloniales. C'est un geste politique éminent et fort. Vous avez donc également 3 autres institutions. L'UNIDO. L'UNIDO, c'est devenu aujourd'hui aussi, je dirais, un fief chinois, dans la mesure où vous avez la promotion d'un modèle de développement qui est supposé être le modèle de développement grâce aux instituts, à l'UNIDO, et d'un certain nombre de personnages qui sont liés à un économiste chinois qui s'appelle Li Yingfu, qui a été vice-président de la Banque mondiale et économiste en chef, à un certain nombre d'autres personnages qui sont actuellement très, très actifs en Afrique et qui, je dis, sont VRP des entreprises chinoises. Vous avez aussi les télécoms, l'Agence internationale des télécommunications, qui aujourd'hui, avec toute la discussion, pour dire les choses de façon euphémistique, à propos de la 5G, c'est un poste qui est relativement important également. Et puis, vous avez aussi l'Agence internationale de l'aviation civile, qui est tenue par une femme que tout le monde trouve absolument remarquable, une chinoise absolument remarquable, mais qui arrive à un point nommé dans une bagarre, dans une concurrence entre Boeing, Airbus et la Comac. Et les accidents ou les problèmes rencontrés par Airbus avec son Airbus Max récemment est une illustration parfaite, car ce qui a été immédiatement mis en avant, ce n'est pas tant les problèmes techniques que le mode de certification de l'Airbus, du Boeing. Le Boeing a été auto-certifié par Airbus avec l'aval des autorités de certification américaines. Or, précisément, le problème de Comac en Chine, c'est d'arriver à faire certifier son avion. Et les Chinois ne voient pas pourquoi, si Airbus peut s'auto-certifier, pourquoi eux ne pourraient pas auto-certifier leur avion. Et derrière ça, en embuscade, vous avez Airbus. Car, en fait, la production de l'avion du C-219, ça sera une production sino-chinoise de l'Airbus A320 et équipée avec des équipements essentiellement français. Donc, vous avez ici une bagarre qui se déroule à travers les processus de certification ou la révision des processus de certification. Et il était effectivement très important pour la Chine de pouvoir se trouver à ce niveau-là pour pouvoir avoir un mot à dire et participer effectivement à la révision des procédures de certification des avions pour pouvoir par la suite vendre le Comac C919. Et c'est aussi important, comme je vous disais, pour l'industrie aéronautique européenne et française en particulier, parce que ce sont ces moteurs, parce que ce sont ces équipements qui vont équiper cet avion-là. Donc, vous avez ici l'importance de la politique. En fait, le fait que les pays africains, entre autres, ou en voie de développement,
et soutenu l'élection de cette femme à l'Agence internationale de l'aviation civile, voilà, ça a une c'est un jeu politique, mais qui a des implications économiques qui sont pour le bénéfice, au bénéfice de pays qui ne sont pas des pays africains. Donc si vous voulez, ce que je voulais souligner par ce biais-là, c'est le type de rapport hein, qui peuvent, dirons-nous, être dominés du point de vue chinois dans ce rapport avec l'Afrique. Alors maintenant, je vais passer à des aspects qui sont plus directement macroéconomiques que des aspects politiques, comme je viens de le voir à l'instant, et je voudrais aborder la question de l'aide au public au développement. Disons que c'est la deuxième fois que j'évoque cette question de l'aide au public au développement dans les relations relatives entre la Chine et l'Afrique, parce que c'est une question piège, mais c'était encore une question beaucoup plus piégeuse jusqu'à récemment. Dans ce sens que vous avez des critères qui définissent l'aide publique au développement, qui sont les critères du CAD, de l'OCDE, et vous avez en face la Chine qui refuse l'application de ces critères. Il est évident qu'à partir du moment où on veut comparer l'aide faite par l'un à l'aide faite par les autres, dans un tel contexte, ça revient automatiquement à prendre position pour ou contre l'un, pour l'un ou contre l'autre. Jusqu'à présent, je m'étais donc refusé. Mais les choses ont évolué. Elles ont évolué parce que l'agence japonaise pour la coopération internationale a entrepris depuis un grand nombre d'années d'éplucher tous les comptes rendus de l'activité chinoise pour tout ce qui peut se rapporter effectivement à des éléments d'aide et qui peut être repris dans le cadre d'un calcul. C'est un travail énorme qui est fait et qui est fait relativement avec une relative objectivité. Mais même ça, ces derniers temps, je l'ai utilisé. Mais il y a eu une chose différente qui est arrivée au mois de juillet, à savoir que le gouvernement chinois ne parle plus d'aide à l'étranger, mais parle de coopération internationale au développement. Et il reprend indirectement des critères ou des catégories qui sont les catégories ou les critères au cas de l'OCDE. Donc, de ce fait, on a un discours qui se crée, qui montre que la Chine est en train de rentrer dans une démarche parallèle. Alors, à ce moment-là, reprendre les chiffres n'a plus un sens politique, a un sens qui est heuristique. Je dis, en fonction des éléments dont je dispose, voilà l'image que je peux avoir, et ça ne vient plus être porter un jugement de valeur, mais un jugement quantitatif. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'évoque ces questions. C'est la deuxième fois que, au cours d'une intervention, que j'évoque ces questions-là, parce que je peux le faire avec davantage de recul et moins de jugement de valeur. Alors, les données qui calculées par le JICA, l'agence japonaise de coopération internationale, montrent qu'en 2019, la Chine le montant de l'aide chinoise aurait été de 5,9 milliards de dollars, ce qui place la Chine dans ses calculs à 5,40, et ce que les Turcs répondent, nous faisons la même chose. Bon, là on retourne dans un discours politique, mais enfin, disons que cela nous permet de relativement évaluer où l'on se trouve actuellement. Mais l'élément qui est le plus important, c'est l'élément de la comparaison par rapport au PIB du pays. La Suède, avec 5,4 milliards, ça correspond à une ponction de 0,99% du PIB. C'est au-dessus de l'objectif que se sont fixés les pays du CAD, qui est par ailleurs atteint uniquement par le Royaume-Uni avec 0,70. En revanche, la Chine, selon ces critères-là, elle est à 0,04%. Alors, là, il y a deux choses. Soit on constate que la Chine fait un effort très minime, soit on constate que la Chine est un pays encore en voie de développement, et ça peut justifier le fait que l'effort soit beaucoup plus faible
que celui d'un ensemble d'autres pays, des autres pays. Mais enfin, toujours est-il que ça permet aujourd'hui d'avoir une petite idée du point de départ, et ça devrait permettre à l'avenir de voir dans quelle mesure la Chine va évoluer par rapport à cette aide publique au développement, et surtout le fait que cette aide publique au développement est quelque chose qui va se rapprocher de la démarche entreprise par les pays du CAD sans pour autant faire être sans autant que la Chine ait adhéré au CAD. Donc, une évolution qui est considérable. À mon sens, c'est une évolution politique considérable qui se traduit derrière. Il y a toujours quelqu'un qui a son micro branché. Vous pouvez vérifier que s'il vous plaît. Thierry, oui. Si je peux me permettre, si tu as les droits d'animateur, tu peux toi-même couper le micro du perturbateur. Tu as raison. Je vais alors. Attendez, alors je vais sortir. Ah bah voilà, si je peux faire ça ici. Donc. Il vient de fermer son micro. Ah bah, il vient de fermer son micro, très bien. Bon, merci. Donc, je continue. Donc, maintenant, je voudrais aborder la question des flux d'investissement. Dirons-nous les remarques courantes, la Chine, c'est le premier investisseur, un gros investisseur, etc. Tout un discours à propos de l'investissement chinois en Afrique. Alors là, je voulais rappeler un certain nombre d'éléments. D'abord, sur ce graphique qui apparaît, je vous montre l'investissement direct étranger dans le monde, et je fais apparaître ensuite en bas en orange, en jaune plutôt, l'investissement sortant de Chine à destination des pays. Alors, c'est un phénomène récent du point de vue global. C'est un phénomène qui commence à être recensé à partir de 1982, mais surtout à partir de 1985, après les accords du Plaza. Pour la Chine, c'est quelque chose qui commence beaucoup plus tard, qui commence à partir de 2003. Alors, ça commence à partir de 2003. 2003, c'est une année, dirons-nous, emblématique de l'évolution de la Chine. La Chine vient de rentrer à l'OMC en 2001, mais c'est aussi une année où la Chine entreprend un certain nombre de réformes internes, dont la principale, c'est la constitution d'une institution qui, selon l'acronyme anglais, s'appelle la SASAC, qui est chargée de contrôler les actifs d'État, non pas les entreprises, mais les actifs détenus dans les entreprises. Et cette SASAC est chargée par ce biais de créer des champions nationaux qui vont aller s'internationaliser. Et c'est aussi l'année où l'on va recréer un ministère du commerce. Il y avait 2 ministères du commerce auparavant, un pour le commerce intérieur, un pour le commerce extérieur. Là, on les fusionne avec le message évident, et on produit à l'intérieur pour exporter. Et on va également, à cette époque-là, donner une primauté indirecte ou informelle au ministère du Commerce sur le ministère des Affaires étrangères pour un certain nombre de choses. C'est aussi l'année où l'on va mettre l'accent sur cette stratégie de sortie du territoire, que l'on traduit très mauvaisement en anglais par Going Global. C'est une stratégie qui a été lancée à partir de 1996 à la suite d'une visite du secrétaire général du parti en Afrique, mais qui ne prend son ampleur qu'à partir de cette date-là, cette date de 2003. C'est l'année aussi où la Chine va commencer à colliger des statistiques d'investissement direct à l'étranger, toujours dans le cadre d'un contrôle d'échange. Et on va pouvoir avoir tous les ans la publication de statistiques d'investissement en fonction des pays qui seront publiées par le ministère du Commerce. Et c'est donc à ce moment-là qu'on commence à voir cette surface jaune qui apparaît sur mon graphique. Et en 2019, la Chine a investi dans le monde 8,9% de l'investissement direct mondial, ce qui en proportion de son poids reste encore relativement modeste. Tout à l'heure, je vous avais dit que c'était par rapport au PIB 16% et par rapport au commerce plus de 12%. Alors maintenant, si on regarde la part de l'Afrique dans
l'investissement direct chinois à l'étranger. Là, ce qui était en jaune sur le graphique de gauche est toujours en jaune dans le graphique de droite, et la part qui est réservée à l'Afrique apparaît en bleu. Ça correspond à 2,3% de l'investissement chinois à l'étranger, alors que la part de l'investissement mondial à destination de l'Afrique, c'est 3,5%. Donc, on se trouve dans des proportions un petit peu moindres, mais d'une manière générale, l'Afrique n'est pas une destination privilégiée de l'investissement direct des différents pays. Et le petit pic que vous voyez en 2008, ça correspond à l'achat par la Chine de 20% des parts d'une banque sud-africaine, qui est la Standard Bank. Mais vous voyez que vous n'avez pas de reproduction de phénomènes de ce type, vous n'avez pas une croissance continue, vous avez un aplatissement, une légère remontée en 2018 et pour de nouveau redescendre en 2019. Que voit-on lorsque l'on s'intéresse au stock? Là, c'était les flux annuels, on s'intéresse au stock. Quand on s'intéresse au stock, alors j'ai comparé à partir des données d'Eurostat la situation dans laquelle pouvait se trouver la Chine. Alors, j'exclurai le cas des Pays-Bas, qui est une situation très particulière, car du fait de son statut de paradis fiscal, on ne sait pas trop qui a investi à partir des Pays-Bas à destination de l'Afrique. Mais ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est la place occupée désormais par la Chine et sa signification. Le fait que la Chine arrive en 2018 au deuxième rang des pays détenteurs d'un stock d'investissement en Afrique est très significatif. D'une part, du faible niveau d'investissement de tous les pays, quels qu'ils soient, en Afrique, et d'autre part, de l'importance indirecte dont la Chine va acquérir de ce fait. Cela illustre, si vous voulez, le fait que la Chine, tout en investissant peu, devient un investisseur important pour les pays africains. Là aussi, on est en pleine asymétrie selon la façon dont on va porter le regard. D'un point de vue global, c'est pas grand-chose. Pour les pays africains, ou pour l'Afrique dans son ensemble, compte tenu de la faiblesse des investissements généraux, ça devient important. Alors, j'ai voulu pousser les choses un peu plus loin parce qu'il y a un discours qui est de dire que les pays occidentaux, les anciennes puissances coloniales, abandonnent l'Afrique, et n'investissent plus en Afrique. J'ai donc établi une comparaison entre l'Afrique et la Chine et le comportement des différents pays. Et ce que je vois, c'est que la France en Afrique a un stock d'investissement de 46 milliards, alors que son stock d'investissement en Chine n'est que de 21 milliards. Pour les États-Unis, il y a une situation inverse. Le Royaume-Uni est dans une situation comparable à celle de la Chine, de la France. L'Italie aussi. L'Allemagne et le Japon sont dans la même situation que les États-Unis. Le Portugal et l'Espagne sont aussi dans une situation qui sont comparables à celle de la France et du Royaume-Uni, où ils investissent prioritairement en Afrique et accessoirement en Chine. Ça correspond effectivement au fait à une question de proximité géographique et aussi à des relations historiques. Il est évident que dans cet ensemble-là, les États-Unis et le Japon sont proches de la Chine, et donc, a priori, ils n'ont jamais été dans la position d'avoir colonisé la Chine. Le seul pays qui est entre les deux, c'est l'Allemagne, qui a été plus ou moins colonisateur, mais du fait de ses caractéristiques industrielles, privilégie davantage la Chine. Mais il est tout à fait ici remarquable que de constater que, quelle que soit la faiblesse de leurs investissements en Afrique, les pays, les anciennes puissances coloniales, d'une manière générale, investissent tout aussi faiblement, ou encore plus faiblement, en Chine. Alors, donc, comme je vous disais, la Chine n'investit pas beaucoup en Afrique, mais son investissement compte beaucoup pour l'Afrique, et il y a tout un discours pour donner le sentiment que la Chine est un investisseur considérable. En fait, tout ce discours est basé sur des erreurs conceptuelles. Ces erreurs conceptuelles ont d'ailleurs été véhiculées par
le Financial Times dans son rapport de 2017 sur l'investissement en Chine. Quand vous faites ce rapport, vous voyez que le Financial Times attribue un investissement chinois en Égypte de 33 milliards de dollars. Alors, vous voyez que par rapport aux chiffres que je viens de vous donner, ça pose un problème. 33 milliards de dollars. Quand vous allez vous rechercher l'information, vous vous rendez compte que ce qui a été signé entre une entreprise chinoise et le bureau de l'investissement du ministère du Logement égyptien, c'est un protocole d'accord au terme duquel l'entreprise chinoise, le bureau de l'investissement autorise l'entreprise chinoise à mener des études de faisabilité et de rentabilité pour la construction de logements dans la future nouvelle capitale égyptienne. En d'autres termes, ce n'est pas du tout un investissement qui est effectué, c'est simplement des calculs ou des études qui sont confiées à une entreprise chinoise qui sera peut-être par la suite autorisée ou choisie pour assurer la construction, qui pourra peut-être démarcher les institutions chinoises pour aider le gouvernement égyptien à financer, mais en aucune façon, et il est prévu que ce soit un investissement de cette entreprise qui serait ipso facto propriétaire des logements qu'elle aurait construits. Mais le plus beau de l'histoire, c'est que 2 ans plus tard, en 2018, le gouvernement égyptien arrêtait toute discussion avec cette entreprise car il n'arrivait pas à se mettre d'accord sur un programme de construction qui soit rentable pour les deux parties. On aurait pu penser que cette erreur était unique dans le rapport. Non, j'ai trouvé une autre erreur, exactement la même, à propos du port de Cherchell, en Algérie, où également le gouvernement algérien avait conclu un accord avec une entreprise de construction chinoise pour qu'elle construise le port de Cherchell et pour que cette entreprise amène le gouvernement chinois à autoriser un financement chinois et avec organisation d'une structure pour le remboursement, pour organiser le remboursement ou garantir le remboursement de ces emprunts aux institutions chinoises. Et de la même façon qu'en décembre 2018, le projet, la discussion avec l'entreprise chinoise et l'Égypte échouait, la discussion avec l'entreprise chinoise et le gouvernement algérien ont aussi échoué en décembre 2018, faute de pouvoir se mettre d'accord. Là, en l'occurrence, il semblerait qu'ils aient retrouvé un accord et que le programme soit de nouveau relancé cette année. Mais à chaque fois, on a comptabilisé un investissement qui n'avait pas eu lieu comme étant un investissement, hein, et de surcroît, on l'a comptabilisé comme étant un investissement chinois, alors qu'il s'agissait dans un cas d'un investissement égyptien et dans l'autre cas, un investissement algérien. Et il est évident que par ce biais, il est relativement facile d'arriver à des chiffres relativement fantaisistes montrant une présence d'un pays qui investirait de façon considérable. Il y a une confusion à la fois entre investir et financer, également investir et prestation de services. Or, cette confusion, elle est nullement présente dans les documents chinois. Thierry, on ne t'entend plus. Hein. Thierry, ton micro est coupé. Voilà. Ça va maintenant? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Oui, c'est bon. Hein, c'est bon. C'est bon, ok. Donc, cette définition de l'OCDE et du FMI, elle est rappelée tous les ans en première page du communiqué annuel du MOFCOM sur l'investissement direct étranger. Ils adoptent la définition chinoise. Donc, on ne peut pas prétexter des chiffres chinois pour dirons-nous, détourner l'analyse que l'on peut faire de la réalité. En fait, si on reprend
si on reprend les chiffres chinois, qui ne sont pas pires que les chiffres occidentaux. Hein, les chiffres occidentaux concernant les investissements directs à l'étranger sont relativement aléatoires. Il suffit de voir les difficultés que l'Europe a à publier de tels chiffres. Ils avaient fait une première série, ils sont interrompus parce que ça ne marchait pas. Ils en ont repris une récemment. Donc, c'est quelque chose qui était relativement difficile. La Chine a un avantage, c'est qu'il y a encore un contrôle d'échange. Donc, on peut au minimum chiffrer un certain nombre de flux. Donc, quand on voit que les différences qui peuvent exister entre les évaluations chinoises et les évaluations fantaisistes du Financial Times, au moins il aurait été scientifiquement important de se poser la question de savoir pourquoi on arrivait à des chiffres aussi différents. Or, ça, ils ne l'ont pas fait, et c'est effectivement une partie du discours qui est répétée, et on a retrouvé dans un certain nombre de publications scientifiques sanctionnées par les revues à comité de lecture, l'analyse du Financial Times qui méritait en fait d'être très critique. Alors, pour bien se rendre compte de la différence qui existe entre le montant des investissements, c'est-à-dire ça correspond à des flux qui rentrent, et le montant des prestations qui vont donner lieu à des paiements, donc à des flux qui sortent pour le pays, je vous ai établi ce graphique qui commence à partir de 2003 jusqu'à aujourd'hui, 2019. Alors en 2019, vous voyez que vous avez entre l'investissement qui rentre et le paiement des prestations de services qui sortent, vous avez un facteur de 1 à 17. Les pays africains ont dépensé 17 fois plus que ce qui a pu être investi dans ces pays africains. Bien. Si je regarde ce chiffre de 2,7 milliards, si je veux lui donner un sens, je peux le comparer. Hein. Faisons abstraction du fait que ça soit distribué dans 54 pays. Et 2,7 milliards, ça correspond à la somme investie par l'entreprise Dongfeng dans Peugeot. Donc, si vous voulez, vous avez d'un côté une entreprise chinoise qui a investi dans Peugeot, sa participation est de 2,7 milliards. Dans l'autre cas, vous avez une multitude d'entreprises qui peuvent investir en Afrique, dans 54 pays d'Afrique. Quand on arrive au bout, ça ne fait pas grand-chose. Donc, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'en fait, ici, l'élément important, ce n'est pas tant l'investissement ou les investissements que peuvent réaliser les entreprises chinoises en Afrique, mais la participation à la construction d'infrastructures, d'investissements en infrastructures, mais investissements faits par les pays africains, avec l'aide des entreprises de construction chinoises et avec, dirons-nous, des financements chinois. Alors, là, j'ai un problème, c'est qu'il est déjà 15 heures passées. Je vais donc être obligé d'aller très vite parce que sans ça, je ne pourrais pas aller, je ne pourrais pas répondre à des questions. Excusez-moi, je me suis laissé emballer. Bon, donc je passe sur les questions de financement, les questions de dette. Bon, j'arrive maintenant aux questions d'échanges commerciaux. Et alors, ce que je voulais signaler, c'est qu'effectivement, la Chine aujourd'hui, essentiellement depuis les débuts des années 2000, a considérablement augmenté ses ventes, ses exportations à destination des pays africains. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, à partir du moment où il y a un nouvel acteur, les parts de marché des autres acteurs vont forcément diminuer, mais ce n'a pas du tout signifié dans le même temps que le volume exporté à partir des pays développés, des pays de l'Union européenne ou des États-Unis, est diminué. Au contraire, dans la même période, vous avez eu une augmentation moins rapide, c'est normal parce qu'on ne part pas de zéro, hein, mais vous avez eu continuellement une augmentation des exportations des pays européens, des pays développés à destination de l'Afrique. Alors, vous avez éventuellement des phénomènes de niche, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont vendus à l'Afrique qui ne seraient pas vendus par les pays européens ou les pays occidentaux parce qu'ils ne les fabriquent plus ou qu'ils ne peuvent plus les fabriquer. Mais vous avez surtout un autre problème, c'est que vous avez beaucoup de produits qui sont vendus à l'Afrique qui sont en fait des produits fabriqués par des pays occidentaux délocalisés en Chine.
vous avez aussi beaucoup de produits qui sont des produits occidentaux fabriqués sous licence en Chine avec des marques chinoises et vendus aux pays africains. Je prends par exemple l'exemple des camions. Les camions qui sont vendus aujourd'hui en Afrique avec des noms, avec des marques chinoises, ce sont soit des marques, des camions MAN sous licence, soit des camions Mercedes sous licence, soit des autocars Toyota sous licence. Et donc, in fine, ce sont bien des produits qui sont fabriqués en Chine, mais dont le bénéfice du processus va revenir à une entreprise occidentale. C'est donc, en fait, la Chine agit comme intermédiaire. Et donc, cette importance prise par les produits fabriqués en Chine ne doit pas cacher une mondialisation des processus qui, in fine, finissent toujours par profiter aux mêmes entreprises qui restent encore généralement des entreprises occidentales. Alors, et ça, ce n'est pas que pour les secteurs les plus avancés, encore que l'automobile, les moteurs thermiques, c'est les moyennes technologies, mais même pour des vêtements bon marché. H&M fabrique en Chine, mais exporte aussi en Afrique. Les jeans qui sont fabriqués en Chine, pour certains, vous allez en Algérie, vous en avez qui vont arriver directement de Chine, ce seront les jeans bon marché. Ceux qui vont passer par Aubervilliers et qui pourront avoir l'étiquette Europe et qui vont être vendus plus cher. Donc, vous avez ici des circuits qui sont des circuits de la mondialisation qui gonflent le montant des produits effectivement vendus aux pays africains, alors qu'en fait, si on prend le chemin des chaînes de valeur, on peut remettre en perspective ce processus et voir que la domination de la Chine dans certains secteurs est plus relative qu'elle ne pourrait apparaître brutalement à travers des statistiques qui prennent en compte uniquement le dernier pays par lequel sont passées les marchandises. En ce qui concerne les exportations, les problèmes sont un petit peu différents, en ce sens que vous avez le problème de l'extractivisme qui apparaît immédiatement, à savoir qu'un certain nombre de pays sont amenés à vendre leurs matières premières sans que ces matières premières soient transformées sur place. Il est évident que la transformation est assez difficile. Claire Minguet, qui s'intéresse à la bauxite et à ces problèmes-là, pourra, je pense, le confirmer. Mais les richesses de la bauxite guinéenne, dans la mesure où la transformation de cette bauxite va se faire en Chine, ne serait-ce que parce qu'on ne dispose pas des quantités d'énergie indispensables en Guinée, prive la Guinée d'une possibilité de créer un substrat industriel relativement important. Ce qui nous amène au problème de l'investissement dont je vous parlais tout à l'heure. Les investissements chinois en Afrique, quand ils se font dans les secteurs industriels, ils ne se font pas dans des secteurs industriels capitalistiques. Ça, c'est au bénéfice des pays développés, mais dans des secteurs industriels à prédominance de main-d'œuvre. Vous avez qu'à penser à cet exemple qui est mis tout le temps en avant des entreprises de chaussures chinoises en Éthiopie. Ce sont des industries de main-d'œuvre. Vous avez juste à côté des ciseaux et des machines à coudre. Bon, donc, si vous voulez, ça peut participer, mais très faiblement, au développement d'une industrie et à des transferts de technologie. On a également évoqué le problème de la dépendance. La dépendance que pourrait avoir la Chine à l'égard des pays africains par le biais de ces exportations de matières premières. Alors là, j'ai juste derrière un tableau pour vous montrer la situation telle qu'elle est. En fait, la dépendance n'est pas la dépendance de la Chine aux sources d'approvisionnement africaines, mais la dépendance des pays africains à leur marché chinois. La Chine a été suffisamment astucieuse pour s'organiser de telle sorte qu'elle ait tout un ensemble, toute une palette de fournisseurs entre lesquels elle va jouer et qu'elle va choisir en fonction des disponibilités, des prix, des conjonctures politiques et sociales, et vous pouvez avoir des variations considérables. Ce qui fait que, effectivement, l'Afrique du Sud va arriver au 5e rang des fournisseurs de la Chine, mais avec 4% seulement des importations chinoises. Et quant aux autres pays, c'est 2% à 1%. C'est-à-dire que ce sont des fournisseurs que l'on peut pratiquement remplacer au pied levé.
Hein, vous avez à peu près la même chose avec les combustibles, le pétrole. Alors l'Angola, 4e rang, 7%, mais on a bien vu le rôle entre l'Iran était passé un jour premier, puis est redescendu. De même, vous avez ce jeu-là avec la Russie. Bon, donc, si vous voulez, vous n'avez pas de stabilité dans les fournisseurs. Vous avez des fournisseurs qui sont plus importants, mais toujours susceptibles d'être remis en question. Donc, la dépendance, ce n'est pas la dépendance de la Chine à l'égard de ses sources d'approvisionnement, c'est la dépendance des sources d'approvisionnement à l'égard du marché chinois. Et ça, l'Australie est aujourd'hui en train d'en faire l'expérience cruelle et amère. Bon, donc, alors je continue en cavalant. Alors, si je veux résumer l'ensemble des relations économiques entre la Chine et l'Afrique, là, je vous ai repris d'abord l'investissement direct et je vous ai comparé au montant des contrats clés en main qui ont été livrés à la Chine les mêmes années, hein, et ensuite les contrats qui ont été signés la même année. Donc, ce sont des sommes qui sont inversées ultérieurement. Mais vous voyez qu'on est on est encore dans des dimensions qui sont très supérieures. Et puis, si je compare aux importations et aux exportations, on est encore, hein, on est sur 100 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a affaire à des relations essentiellement commerciales et très accessoirement des relations d'investissement. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Hein, d'une part, des problèmes d'asymétrie, selon le regard que l'on peut avoir. La Chine n'est l'Afrique n'est économiquement pas importante pour la Chine, mais peut être importante pour les entreprises chinoises qui vendent. Et l'Afrique est importante politiquement pour l'Afrique. Donc, vous avez toute une série de regards, et c'est pour ça qu'il est très difficile de pouvoir définir une stratégie chinoise tant qu'il y a cette multiplicité d'acteurs et tant il y a d'asymétrie dans le jeu que peuvent jouer les acteurs. Excusez-moi, j'ai été trop long et je termine un petit peu en queue de poisson, et je tâcherai de répondre à vos questions maintenant. Merci Thierry. On profitera peut-être des questions effectivement pour aller plus loin sur certains points. Donc là, il y en a déjà une qui est posée par Thierry. Thierry dit, au regard des données fournies, en quoi l'asymétrie Chine-Afrique est-elle différente des asymétries USA, enfin États-Unis, Afrique, ou même Allemagne-Chine? Alors, la première chose que je répondrai, c'est que pourquoi je mets cet accent sur cette asymétrie, c'est précisément pour aller à l'encontre des discours que l'on a actuellement, qui tendent à tout mélanger. Donc, il a importé pour moi, hein, de bien montrer quelle était la nature des relations que les uns pouvaient entretenir avec les autres. Alors après ça, effectivement, on peut aller au-delà et se poser la question de savoir si les relations entre la Chine et l'Afrique sont différentes de nature de celles que les États-Unis et l'Afrique peuvent entretenir. Je dirais oui, ne serait-ce que par les quantités déjà. Hein. Mais, et d'autre part, le fait que les États-Unis ont certainement pas besoin de la même façon, politiquement parlant, de l'Afrique dans ses rapports avec le reste de la planète. Mais disons que c'est effectivement un aspect, hein, qu'il faudrait, une comparaison que l'on pourrait monter, mais ce n'est pas l'objet, moi, de ma démarche. L'objet premier de ma démarche, c'est d'essayer d'arriver à une vision un petit peu plus froide des relations pour remettre en question tout un narratif qui tend à totalement brouiller les pistes, tel que ce soit un discours anti-chinois de l'Occident et un autre discours, un discours anti-occidental de la part de la Chine, et des discours qui sont plus ou moins mélangés, tantôt anti pour l'un et anti pour l'autre, de la part des pays africains. Voilà, merci Thierry. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui peuvent être formulées par le chat? Sinon, Thierry, tu peux peut-être reprendre, voilà, une deuxième de Thierry Montalieu. Alors, il dit la vision d'une Chine prédatrice dans le secteur des matières premières, donc c'est une matière par exemple minérale ou agricole. Est-ce que cette vision d'une Chine prédatrice est encore d'actualité? Et il prolonge en disant qu'est-ce qu'il en est maintenant des implications de la Chine dans les secteurs high-tech en Afrique? Alors, il fait référence à China Africa Tech Initiative. Alors, ce sont deux questions. La première chose, la Chine est prédatrice au même titre que les autres pays
à partir du moment où il y a, dirons-nous, extraction, je dirais que je qualifierais de brutale, sans qu'il y ait derrière création, sans qu'on puisse derrière créer un tissu industriel sur cette base-là. Donc, en ce sens, et on peut renvoyer les différents partenaires de l'Afrique dos à dos, ils ont tous des comportements prédateurs, peu ou prou selon les pays. Alors, le problème de l'aspect technique ou de contribution technologique que la Chine peut offrir à l'Afrique, il faut voir à quel niveau on se place. D'abord parce que, fondamentalement, il y a une très grande dépendance technologique de la Chine à l'égard des pays occidentaux. Disons que si aujourd'hui la Chine, et on a coupé la Chine de ses sources de puces, elle ne pourrait plus vendre un seul téléphone en Afrique, qu'elle les fabrique en Chine ou qu'elle les fabrique en Afrique. Un certain nombre d'études récentes qui ont pu apparaître montrent la vulnérabilité de la Chine en cette matière. Donc, la Chine peut effectivement utiliser une expérience qu'elle a pu acquérir, entre autres, en matière de téléphonie mobile, pour